on va commencer cette prévisite. Alors déjà, merci d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu présent pour découvrir dans des conditions très particulières l'exposition Travailler le dimanche de Gilles Barbier, présentée ici à la Abt Galerie. Donc pour nous, c'est une première, puisque donc la Abt Galerie est gérée par le Voyage à Nantes, ça je voulais vous le rappeler. Donc auparavant, ce lieu accueillait 2 à 3 expositions par an, en partenariat avec certains acteurs culturels de Nantes, dont le Musée des Beaux-Arts et le FRAC des Pays de la Loire. Le musée d'art étant ce qu'il est aujourd'hui et ayant rouvert ses portes, donc il ne fait plus partie de cette programmation à l'année de la Abt Galerie. Et le FRAC des Pays de la Loire va ouvrir un lieu voisin, ce qui est absolument merveilleux, en tout cas pour l'offre ici sur l'île de Nantes. Donc là aussi, le Voyage à Nantes se trouve en tout cas à programmer 2 à 3 expositions désormais dans l'année. Auparavant, c'était une exposition sur le temps estival du Voyage à Nantes, donc événement. Donc c'est vrai que c'était une proposition qui était parfois difficilement accessible au public scolaire, puisque surtout du coup concernant la période estivale. Et désormais, du coup à la Abt Galerie, donc le Voyage à Nantes envisage de programmer 2 à 3 expositions par an, donc avec une vraie proposition qui peut s'adresser désormais du coup au public scolaire ou au groupe. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on vous propose de découvrir en avant-première. Personne ne l'a encore vue cette exposition, donc on est très heureux de pouvoir vous la montrer. L'objectif de cette prévisite, c'est à la fois de vous donner envie d'organiser une sortie, une visite avec vos groupes, mais aussi du coup de vous donner quelques clés pour pouvoir préparer avec vos élèves et vos interlocuteurs cette venue. Pour vous dire aussi que du coup, à l'avenir, vous pourrez retrouver les informations, j'en ai parlé déjà avec quelques-uns d'entre vous, les informations à la fois sur les dispositifs de prévisite, mais aussi les modalités pratiques de réservation des groupes, les horaires, les créneaux disponibles, etc. À la fois via une newsletter qui peut vous être envoyée, donc vous êtes là, vous l'avez reçue. Sur le site In Situ, que certains d'entre vous consultez certainement, et puis sur nos sites internet. Donc là, il y a des petites évolutions qui vont être effectuées pour rendre cette offre beaucoup plus lisible. Donc aujourd'hui, on est très contraints en lien avec la crise sanitaire, toutes les contraintes Covid, etc. Donc ce lieu reste malheureusement fermé. Voilà, pour nous, l'exposition vient juste d'être achevée, mais elle est malheureusement fermée au public. Ce que je peux vous dire, en tout cas sur les modalités de réservation, c'est que du coup avec l'appui de mes collègues du service groupe, puisque le Voyage à Nantes a une expérience et une activité très importante sur la réservation de groupe, en lien avec le site du Château des Ducs de Bretagne, des machines de Lille, mais aussi de toute l'activité en lien avec les visites guidées touristiques. Donc on s'appuie vraiment sur ce savoir-faire et on a pris une décision, en tout cas par rapport à cette fermeture au public et aussi du coup qui impacte l'accueil des groupes scolaires, qu'aujourd'hui le calendrier de réservation est annulé, bloqué jusqu'au 20 avril inclus. En tout cas, aujourd'hui et dès à présent, je dirais juste après la visite, vous pourrez prendre contact avec le service groupe pour réserver une visite après cette date. Comme on n'a aucune visibilité sur ce qui arrive, on a malgré tout pris l'engagement de pouvoir vous prévenir 2 semaines à l'avance, si toutefois on devait annuler la visite que vous auriez réservée. Voilà. Donc par exemple, si vous réservez aujourd'hui le 21 avril, en gros, le 9 avril, on vous donne des nouvelles si toutefois on doit annuler. Donc ça vous permet d'anticiper. On vous donne quand même un peu de visibilité sur le calendrier. Ça nous permet d'avancer ensemble et de prévoir quand même et de regarder l'horizon malgré tout. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie, du coup, qui va vous faire découvrir l'univers de Gilles Barbier et cette exposition. Oui, un grand merci d'être là. Je m'appelle Marie Dupas, je suis en charge de la programmation artistique au Voyage à Nantes sous la direction de Jean Blaise. Alors c'est vrai que moi aussi je suis assez émue en fait de vous accueillir aujourd'hui parce qu'en effet vous êtes les premières
premiers visiteurs, pardon. Je ne sais pas comment on va s'en sortir et que c'est une exposition qu'on prépare depuis un moment, puisqu'on a invité Gilles Barbier il y a près de 2 ans maintenant, et que cette exposition devait voir le jour l'été dernier. Et puis en raison de la pandémie, on a préféré la reporter. La deuxième raison pour laquelle je suis émue et un peu stressée, c'est qu'il y a Gilles Barbier qui est encore dans les parages, qui termine son montage tout juste. Donc c'est d'autant plus émouvant et prenant quand l'artiste est encore là. Et je pense que si vous avez des questions en fin de visite, il sera très heureux d'y répondre. Comme Rosane vous le disait, la galerie, c'est le lieu des expositions d'art contemporain du Voyage à Nantes qu'on gère depuis quelques années. Et vous devez connaître bien la programmation qu'on offre au public dans la ville le temps de l'été. Et bien ici, en fait, on va fonctionner un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on part du lieu, on part de l'espace et on offre une carte blanche à un artiste. Donc autant dans la ville, c'est le lieu qui va être révélé par le regard de l'artiste. Ici, on lui offre un espace dont les volumes sont assez généreux, avec une très belle lumière zénitale que nous apprécions beaucoup. Et l'idée, vous allez le voir d'autant plus avec cette exposition, c'est qu'on ne va pas parler tant d'une rétrospective, mais on parle vraiment d'une carte blanche, c'est-à-dire d'une invitation à l'artiste contemporain d'entrer dans son univers en y montrant une proposition faite sur mesure. Donc ici, l'exposition elle va quand même nous permettre d'entrer dans l'œuvre de Gilles Barbier sur près de 30 ans. Je vais vous l'expliquer ensuite pourquoi. Mais il y montre une quarantaine d'œuvres, des œuvres anciennes, des œuvres nouvelles, des œuvres qui sont réactivées pour l'exposition. Donc quand on dit réactivées, ça veut dire qu'elles ont existé puis ont disparu et que l'artiste va les présenter à nouveau en leur donnant éventuellement une autre forme. L'ensemble des œuvres qui ont été présentées ici ont été prêtées par des collections publiques françaises et également par des collectionneurs privés qui ont eu la générosité de nous les prêter, de s'en séparer pendant quelques mois. Voilà, donc Gilles Barbier est un artiste français qui vit à Marseille. Il est né en 1965 et il est né de l'autre côté de la planète, au Vanuatu. Donc le Vanuatu, c'est cet ensemble d'îles, cet archipel situé au milieu de l'océan Pacifique, qui est composé de plus de 80 îles qui s'étendent sur 1300 km et qui est situé vraiment au milieu de la mer de corail. Le Vanuatu s'appelait auparavant les Nouvelles Hébrides et c'était une colonie en fait franco-anglaise qui a acquis son indépendance en 1980, d'où le changement de nom. Je vous raconte ça, c'est pas tant que le fait d'être né à l'autre bout du monde, dans des paysages à la végétation luxuriante, au milieu d'une mer bleue éclatante, et que ça a forcément une incidence sur l'esthétique ou la forme des œuvres de Gilles Barbier, mais ça a quand même une influence sur son rapport au monde. Comme il le dit, il a longtemps cru enfant qu'il était né la tête en bas, enfin, pas né la tête en bas, mais qu'il vivait la tête en bas, et que le pays où il habitait était situé en bas à droite du monde, comme on le représentait sur les cartes, les planisphères. Donc il y a une petite œuvre que je peux vous inviter à venir regarder, qui introduit un peu l'exposition, qui est un tout petit format, mais qui dit beaucoup de choses du reste de ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc il s'agit de la couverture originale du dictionnaire Larousse, du Petit Larousse illustré de 1966. Gilles Barbier ici ne présente que la couverture, où on y voit l'ensemble des drapeaux représentés à cette date-là, et en dessous il inscrit « Au moment où l'aventure commence, je me rends compte que le pays où je suis né n'existe pas ». Voilà, donc ce qui est plutôt lourd en symbole. Et en fait, cette couverture de dictionnaire,
vient d'un ouvrage qui va faire naître en fait cette œuvre fleuve qui est la copie des pages du dictionnaire qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'exposition. Donc l'exposition est conçue d'un point de vue scénographique très ouverte, avec des simèses, donc c'est ces murs sur lesquels on vient accrocher les œuvres, des simèses pliées comme les pages d'un livre ou d'un carnet. On le reverra dans l'exposition, mais l'écriture et les carnets, les livres sont très importantes dans l'œuvre de Gilles Barbier, et ces pages s'envolent au fil de l'espace, comme si on les avait arrachées du carnet pour les jeter au vent. Si on se retourne, on va découvrir le jeu de la vie. Donc c'est l'œuvre que Gilles Barbier était en train de finaliser tout à l'heure. Quand Gilles Barbier sort de l'école des Beaux-Arts au début des années 90, l'art à cette époque est à la fois bouillonnante et à la fois il y a une espèce de perte de repères pour les artistes, et on parle même de fin de l'art. Et lui finalement se retrouve à l'atelier en se disant mais je suis face à une possibilité de création infinie, il faut que j'exploite ça. Et donc il va créer un petit damier au sol, donc, qui se présentait à peu près de cette manière-là, mais en format plus réduit. Sur ce damier, il va y disposer un personnage qui est ce qu'il va appeler un pion, un pawn, un personnage en cire, qui est son autoportrait, donc comme on le voit ici, où on retrouve son visage, ses mains et ses pieds qui sont toujours chaussés de tongs. Et il est dans un corps réduit, puisqu'il s'agit d'un pion comme sur un jeu de dames ou un jeu d'échecs qu'on pourrait venir déplacer comme bon nous semble. Mais c'est aussi presque un personnage de dessin animé, un toon qui aurait ses mouvements libres au fil de son imagination. Mais c'est aussi un clone, puisque il se représente sous les traits de cette sculpture. Et je parle de clone parce que dans le travail de Gilles Barbier, qui est une œuvre extrêmement abondante, qu'on qualifierait même de complexe, puisqu'elle n'est jamais linéaire et elle fonctionne toujours par réseau. C'est-à-dire qu'il va inventer à chaque fois des fictions, des histoires, où chacune des œuvres en sera le fragment et se répondent au fil des années et au fil des créations. Et ces pions, donc celui-ci n'est pas le premier pion qu'il a réalisé, il est venu plus tard, fait partie d'une série d'autres pions qui ont tous des costumes différents et qui ont de multiples identités. Donc ici, il s'agit d'un costume de petite fille. L'œuvre s'intitule « L'inconséquence des gestes ». Et donc c'est vraiment l'innocence du premier acte de créer. Ces autres pions, si vous allez fouiller un peu dans ces autres œuvres, peuvent représenter un extraterrestre, un clown, un militaire, un Napoléon Bonaparte, un homme de Cro-Magnon, etc. Donc il s'invente aussi des vies multiples, des vies imaginaires qui vont lui permettre de traverser à la fois l'histoire de l'art et de multiples références, puisque Gilles Barbier est quelqu'un d'extrêmement curieux et qui à la fois s'interroge sur ce qu'est être au monde, c'est-à-dire l'énigme du monde, à travers la philosophie, la littérature, mais aussi la bande dessinée, le cinéma, les science-fiction, etc. Pour revenir au jeu de la vie, donc c'est cette œuvre, il faut savoir que quand Gilles Barbier en fait sa première version, il est extrêmement inspiré par le roman de Luc Reinhardt, L'homme D,
où Luc Reinhardt, qui était un pseudo, raconte l'histoire d'un homme qui régit sa vie à coups de dés et qui prendra toutes les décisions, qu'elles soient les plus futiles ou les plus importantes, en jetant le dé. Donc Gilles Barbier reprend ce système de hasard, en fait, face à ces possibilités de création. Donc sur chacune des dalles, vous voyez des morceaux de papier qui sont griffonnés, écrits de par sa main, là on en a à peu près un peu plus d'une centaine, mais il les collecte dans un livre, il me disait tout à l'heure encore, il en a plus de 700. Et en fait, chaque morceau de papier est comme une injonction à un acte de création qui pourrait permettre à la réalisation d'une œuvre. Donc il y a, je sais pas, habiter la peinture, ne marchez pas sur la sculpture, habiter la viande, partir à la conquête de l'espace, visiter 24 châteaux en une nuit. Et ces injonctions, certaines ont donné naissance à une œuvre et certaines n'ont jamais été réalisées. Et à chaque fois qu'il a un projet d'œuvre, il y a un dessin qui correspond à ce projet. Et quand on regarde le pion, il est en fait situé sur une dalle où est écrit « Travailler le dimanche ». Travailler le dimanche, c'est aussi le titre de l'exposition et c'est ce qui va donner en fait naissance à cette œuvre colonne vertébrale qui est la copie des pages du dictionnaire. Enfin, il va se dire, voilà, il faudrait que je m'invente une activité tous les jours. Celle du dimanche, il faudrait qu'elle soit un peu plus facile à réaliser, aisée, et en même temps qu'elle procure un certain plaisir et qu'elle soit en rapport avec l'histoire de l'art. Et donc il se dit, je vais copier, puisque la copie en histoire de l'art est à la fois très importante et très pratiquée, et en même temps, l'œuvre qui en résulte n'a pas de valeur. La copie de la Joconde ne sera jamais la Joconde. Et donc, copier va devenir, il va se dire, je vais copier le plus gros ouvrage qui se trouve dans ma bibliothèque, puisque copier les autres œuvres, ça a déjà été fait. Et donc, il va choisir le dictionnaire, qui est le Petit Larousse illustré, de 1966. Et donc, il va se mettre à copier sur des grands formats, qui mesurent 2,20 m par 2,20 m, l'ensemble des définitions, enfin des mots, des définitions qui apparaissent dans le dictionnaire, et à copier à la gouache toutes les illustrations. Donc il a commencé à la lettre A, c'est cette page-là, et le dernier mot qu'il copie, en fait, c'est quand il est arrêté par le format du papier. Voilà, donc là, on est de A à alpha. Aujourd'hui, il est rendu à la lettre P. L'exposition présente 24 pages du dictionnaire, sachant qu'il y en a certaines qui ont disparu, d'autres peut-être détruites. Mais voilà. Et donc, toutes ces œuvres, en fait, elles forment à la fois un ensemble cohérents, et en même temps elles sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que chacune des œuvres a été acquise et donc se retrouve éloignée physiquement de ses consoeurs. Donc c'est la première fois que Gilles Barbier les réunit et les montre en même temps. Donc il y en a qui datent de 92 pour les plus anciennes et aux plus récentes 2021 qui viennent à peine d'être réalisées. Et donc c'est à la fois un travail de copie, bien sûr, un travail d'écriture, un travail de dessin, mais aussi un travail de mémoire et un travail de fiction à partir d'une réalité qui serait celle d'un ouvrage qui fait la liste de manière exhaustive de notre connaissance du monde. Mais finalement, le dictionnaire, il a toujours à peu près le même volume. C'est comme si notre réalité, elle restait de la même taille au fil des années, puisque les mots apparaissent, puis disparaissent de la langue et s'adaptent en fonction de notre évolution et de l'évolution du langage.
Donc toute l'exposition, c'est une traversée comme ça, de l'écriture et du langage, à la fois de manière physique et à la fois de manière beaucoup plus mentale, puisque le langage a toujours, traverse son œuvre de manière extrêmement multiple et diverse et interroge à la fois notre rapport à la réalité, notre rapport à la fiction, mais aussi comment le langage et l'écriture peuvent façonner nos corps. Donc si on se retourne, on peut par exemple voir cette petite sculpture qui s'intitule Smiling Skull, donc un crâne qui sourit, toujours avec beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de sérieux. Gilles Barbier pose la question du temps qui passe et de la mort qui sourit. Pour revenir aux pages, vous allez le voir, on peut peut-être aller dans l'autre espace pour que vous soyez plongés dans son écriture. Donc, comme vous voyez, c'est à la fois réalisé de manière extrêmement scrupuleuse, minutieuse et précise, puisque chaque mot est vraiment copié de manière exacte, et ainsi que toutes les illustrations. Donc ça montre aussi le trait remarquable, même s'il n'aime pas que je dise ça, de l'artiste. Et à côté des grands formats, il présente ce qui complète l'œuvre, ce qu'il intitule les errata. En fait, lors de la copie, il va commettre des erreurs. Et donc chaque erreur va être repérée, identifiée, répertoriée dans un carnet et corrigée. Donc dans les errata, il vous explique, et souvent s'excuse, pourquoi il a fait l'erreur et pourquoi il la corrige. Et alors ce qui est assez étonnant, c'est qu'on se prend au jeu de lire les pages du dictionnaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation. Et c'est vrai que généralement c'est un ouvrage qu'on utilise quand on a besoin, quand on recherche la définition d'un mot qu'on aurait oublié ou qu'on ne connaît pas. Et là finalement on se laisse happer par le format du dessin, le format de la reproduction, de la production, et il y a comme un jeu mental qui se crée, c'est-à-dire on vient piocher les mots les uns après les autres, et là il y a une certaine poésie qui en émane. Et puis on voit aussi les années qui passent, puisque je ne suis pas sûre que le dictionnaire Larousse 2021 ait fait le même choix des illustrations. C'est-à-dire qu'on faisait des choix aussi en fonction de ce que la photographie nous avait permis, de ce qu'on souhaitait valoriser et aussi coloriser. Et donc en fait ce travail qui était finalement cette œuvre qui devait exister seulement le temps du dimanche et être annexe vis-à-vis des autres œuvres créées le reste de la semaine, devient l'œuvre essentielle, l'œuvre nécessaire à toutes les autres. Après, je vous laisse faire le tour, mais il y en a vraiment sur chacune des simèses et au dos des simèses. Donc ça, c'est la dernière page. Avec les poissons, les ponts, les pompiers, les porte-avions. Donc il est rendu à la lettre P des noms communs. En gros, c'est une œuvre sans fin, sans dénouement. Ou il y aura peut-être un dénouement, mais qui ne sera sûrement pas la lettre Z. Donc je vous parlais des errata tout à l'heure. Toutes ces erreurs, elles sont consignées dans un carnet, dans un livre. C'est ce qu'il présente ici. Donc c'est ce qu'il appelle le livre des erreurs. Sur chaque page, il écrit le nom en fait, du mot sur lequel qu'il aurait oublié de copier ou sur lequel il aurait fait une erreur. Il explique, il le date. Et sur chaque page en vis-à-vis, il y a un dessin qui représente l'atelier où il copie.
Et ce dessin se modifie de page en page, c'est ce qu'on voit là, se densifie, s'épure, est accompagné de différents objets qu'on va retrouver aussi dans nombreuses de ses œuvres, comme le fromage qui coule, les vers, les plantes, les parapluies, les bulles, les phylactères, etc. Peut-être qu'on peut retourner au centre de l'exposition. Donc vous l'aurez compris, Gilles Barbier utilise vraiment différents médiums pour réaliser ses œuvres, qu'elles soient graphiques, peintes, photographiques, et aussi sculpturales et des installations. Voilà, la problématique du langage est inhérente à son travail. On pourrait montrer cette œuvre qui s'intitule Logorée, qui est juste derrière vous. Donc une sculpture en cire, comme la vieille femme au tatouage. Et donc il s'agit, comme le pion, comme l'œuvre que vous avez pu voir à l'entrée de l'exposition, de ce personnage qui est en posture inversée, en équilibre sur deux chaises. Il utilise son propre corps comme un outil en fait, de transmission d'un message. Et donc là, il s'agit d'un buste, d'un autoportrait, et il crache comme ça cette envolée de bulles de manière extrêmement puissante, forte, jusqu'au point de lui écarter la bouche et la mâchoire de manière exagérée. Et en fait, toutes ces bulles rappellent aussi les bulles blanches, les bulles qu'on trouve dans les bandes dessinées, sur lesquelles généralement il y a quelque chose d'inscrit et qui servent à transmettre l'émotion ou les paroles d'un personnage. Ici, elles sont multiples, mais elles sont toutes vierges. Donc c'est comme s'il avait quelque chose à dire de manière très forte, et en même temps, ça nous est invisible et presque inaccessible. Et puis, avec, je crois, beaucoup d'humour, la pièce qui est à côté s'intitule Dialogue fossile, donc reconstitue comme le fragment d'un monument archéologique qu'on aurait retrouvé et qui fait apparaître à nouveau deux bulles, mais vierges, donc comme si on imaginait, qui nous rappelle aussi que nos ancêtres parlaient, dialoguaient, mais qu'on n'en a plus aucune trace de ces échanges vocaux. Et puis la vieille femme au tatouage, qui est sûrement une de ses œuvres les plus médiagéniques, qui représente une femme d'un certain âge, nue, allongée sur une méridienne. Et vous le voyez, comme ses portraits, elle a aussi les yeux fermés, comme si elle regardait plutôt à l'intérieur d'elle-même plutôt que de regarder les yeux ouverts le monde. Et de par sa nudité, de par sa posture, le bracelet qu'elle porte, ses bras qui sont accoudés sur la méridienne, elle fait le drapé aussi et les satins. Elle fait penser à des œuvres d'autres artistes extrêmement connus comme Édouard Manet et son Olympia, ou encore la naissance de Vénus de Calembel. Voilà, donc c'est comme une citation, une reprise d'une œuvre, d'œuvres connues et plus anciennes et d'œuvres picturales, mais de manière contemporaine. Elle a la peau tatouée, principalement son buste, mais aussi ses jambes et ses mains, tatouées de marques de cosmétiques bien connues comme Shiseido, Vichy, Sisley, donc de produits de beauté qu'on s'applique sur la peau pour la tendre, lui conserver une certaine jeunesse, la maquiller. Donc c'est peut-être, non pas, je ne sais pas si c'est une critique, mais en tout cas, je pense plutôt une interrogation sur tous les messages qui nous entourent et sur les mots utilisés par la publicité. Et est-ce que finalement la publicité, à force d'occuper nos vies,
pourrait façonner nos corps, façonner nos pensées et nos corps. Et Gilles Barbier s'interroge sur le fait que est-ce qu'il est possible qu'à force de mots, que le corps puisse se transformer. Et en fait, les cosmétiques, le maquillage, ne s'intéressent qu'à une partie de nos corps. Ils vont s'intéresser aux yeux, à la peau, à notre poitrine, à nos pieds, mais ne s'intéressent pas à ce qu'est notre être en entier. Voilà, donc je crois que c'est ce qu'il interroge aussi avec cette présence et cette sculpture qui à la fois envoûtante, peut-être un peu dérangeante, et en même temps, je crois, d'une profonde beauté. Et c'est aussi un travail de sculpture, c'est-à-dire que ce sont des œuvres celle-ci qui est réalisée à l'atelier, donc d'après modèle, donc presque de manière classique, hein, comme un artiste fait poser un modèle et la représente sur sa feuille de papier. Là, il a besoin d'un modèle pour créer un moule et en sortir une sorte de mannequin. Mais ce mannequin, il va être, avant d'avoir cette apparence-là, il va être rose, en sorte de silicone, enfin de cire d'ailleurs pour le coup. Et ensuite, il a lui-même besoin de maquillage et de produits pour pouvoir lui aussi tendre la peau, lui donner cette couleur, lui donner cette vie. Voilà, donc c'est aussi un travail bien évidemment de sculpture. Et puis cette question du langage, comme elle traverse toute sa vie, toute son œuvre, tout son corps, parfois lui aussi peut avoir des mots. Et donc il va inventer des objets pour se soigner. Et en même temps qui sont toujours en lien avec l'histoire ou avec d'autres fictions. Donc là, on a une boîte de Doliprane, mais dont il a transformé le début du mot. Donc Dolly, je ne sais pas si vous devez vous souvenir de ce clone mouton, de cette brebis, pardon, qui a été le premier animal cloné. Un suppositoire, format XXL. Et puis on retrouve toujours les fromages. Alors dans l'exposition, il y en a finalement assez peu, mais dans toute son œuvre, c'est vraiment une matière qui revient souvent, puisque le fromage est une matière coulante, qui glisse, qui a des trous, qui peut permettre de traverser des portes et d'autres horizons. Sur cela, il y a une inscription qui fait notamment référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, où si vous avez vu ce film, c'est l'ordinateur qui finit par régir et contrôler le vaisseau spatial dans lequel se trouvent deux astronautes. Et il est tellement bien conçu et puissant qu'il finit par avoir presque une attitude humaine, des désirs et d'interagir avec l'homme en jouant sur ses réactions et ses sentiments. Et donc ici est écrit en anglais, mais Stop Dave, je suis effrayée, mon esprit divague, mon esprit s'en va, se retire. Et puis d'autres, voilà, une autre œuvre qui s'intitule Le livre des trous, qui représente un énorme emmental tranché et qui fait penser à un manuscrit enluminé du Moyen-Âge, mais dont certaines parties du texte manquent par les trous du fromage. Et alors quand on parle de parties de l'histoire qui manquent parfois, là on a un bel exemple d'un errata qui devient le complément de la page par un malencontreux accident de parcours. Il y a une tache gigantesque qui a recouvert une partie de la copie des pages. Et pour corriger cette erreur, Gilles Barbier a repris exactement la forme de la tache en ne reproduisant que les mots qui avaient été effacés par cette dernière.
Voilà, donc vous pourrez découvrir aussi dans les niches comme ça qui sont creusées à l'intérieur des cimaises d'autres sculptures. Donc squeeze head, donc tête écrasée par le poids de la connaissance, et mental head, d'où sortent des trous, ces bulles où sont inscrites locataires, propriétaires. Donc est-on locataire ou propriétaire de ses propres connaissances, de sa propre pensée, de ce qui nous a façonné. Puis la chorale, ce chant de moule qui chante les noms de philosophes, les prénoms de philosophes. Donc vous voyez vraiment toute son œuvre, elle est construite sur la multiplicité, et on ne lit pas l'œuvre de Gilles Barbier de manière linéaire. Il faut la prendre dans un ensemble, même si ici on n'en montre qu'une petite partie. Il y a plein de trous, de percées qui permettraient d'aller découvrir d'autres œuvres. Pour celle-ci, il s'agit d'une sculpture qu'il a réalisée pour l'exposition, dont il avait le désir, je crois, depuis plusieurs années, qui s'appelle « Entre les articulations, le langage », et donc qui se compose d'une multitude d'os en résine, tous assemblés les uns aux autres, et donc qui s'autoportent, et d'os humains, et entre chaque articulation, à nouveau ces bulles blanches qui en émanent. Donc elle se lit comme une créature, comme un animal mousseux en pleine expansion, et à la fois elle reprend presque la forme d'une île volcanique, ou d'une architecture pleine de vie et en même temps sans fonction. Et puis sa couleur rappelle aussi celle du papier, du corail, de la mousse. Et donc on parlait d'architecture, et donc il montre aussi ces deux dessins plus anciens qui s'intitulent les projets de conservation, départements grandioses et départements souterrains, et qui seraient comme des architectures utopistes de musées qui pourraient accueillir les pages du dictionnaire. Donc on aurait les noms propres, les pages roses, noms communs, pages roses et noms propres. Et également ici, avec au centre donc les pages roses et l'illustration d'animaux qu'on retrouve dans le dictionnaire, et que si vous allez piocher dans chacune des pages, vous retrouverez. Voilà, et donc on peut finir la visite en allant découvrir les pages roses. Un autre langage qui est celui des signes. C'est toujours la main de l'artiste et qui signe le mot « hello », donc bonjour, avec le H, E, 2 L, O. Donc il s'agit des pages roses, c'est le titre de la pièce. Vous verrez que dans cet espace, il a entièrement recouvert le sol et les murs du rose Larousse, et mis en scène un groupe d'animaux naturalisés que le Muséum d'histoire naturelle de Nantes nous a prêté. Donc une petite quinzaine d'animaux. Vous allez trouver un paon, un bison, une loutre. Et tous les animaux parlent latin, puisque vous vous souvenez que dans les pages roses en fait, du dictionnaire étaient répertoriées toutes les locutions latines et grecques. Voilà. Donc dans un dialogue presque cauchemardesque et très dense, les animaux discutent entre eux en latin. Donc c'était une manière de mettre en scène, en espace, des animaux morts mais conservés, parlant une langue morte mais nécessaire. Voilà. Je vous laisse entrer si vous voulez regarder.
Pour conclure, et puis on verra si Gilles Barbier dans les parages, si vous avez éventuellement quelques questions à lui soumettre. Voilà, donc pour vous donner très concrètement en tout cas une idée du scénario de visite qu'on proposera à vos élèves, à vos groupes. On imagine un format de découverte accompagné d'1 heure qui peut être poursuivi sur une demi-heure de visite plus autonome, avec du coup un accueil au niveau de l'entrée. Donc l'accès à la galerie se fait vraiment au niveau du quai des Antilles. Donc voilà, il y a des arrêts de bus si vous êtes nantais à proximité. Donc voilà, le site est facilement accessible, je dirais. On vous accueille donc pendant 5 minutes, on vous propose de déposer vos affaires dans une fly case qui sera dédiée. Donc là, les affaires pourront être sécurisées puisqu'on vous accueillera sur un temps d'ouverture au grand public, donc qui n'auront rien à voir a priori avec les conditions exceptionnelles d'aujourd'hui. Les 15-20 premières minutes seront un moment d'échange, un moment de découverte, de présentation de l'exposition collective, puisque le format du groupe au maximum, ce sera 30 élèves plus des accompagnateurs. Voilà. Donc on imagine que c'est à peu près les effectifs de vos classes ou d'un groupe en moyenne. Durant ce moment de présentation, on parlera évidemment, on recontextualisera bien sûr le lieu, la galerie, on parlera de la scénographie, du travail de l'artiste. Donc ce sera plutôt une présentation générale de Gilles Barbier, de son travail et de cette exposition particulièrement. Ensuite, pour des questions de confort de visite et toujours de contraintes Covid, puisque l'accueil dans cet espace, si on se fie aux conditions qui sont celles qu'on connaît actuellement, donc c'est 1 mètre de distance au moins entre les participants, évidemment le port du masque, voilà. Et puis dans certains espaces qui sont un petit peu, qui peuvent être un peu plus serrés entre guillemets, et je pense notamment aux pages roses, tout un groupe de 30 personnes ne peut pas y accéder. Donc on choisit de vous proposer cette visite avec en demi-groupe, une découverte en demi-groupe. Donc à la fin de ce temps collectif, le médiateur qui vous accueille, qui est vraiment un médiateur formé à l'art contemporain et bien évidemment expérimenté sur cette exposition, proposera du coup à l'enseignant et aux accompagnants donc de diviser le groupe en 2. Donc on imagine 15 et 15. Le médiateur accompagnera l'un de ces groupes à la découverte donc, de cette exposition plus en précision, avec un cheminement sur les différents thèmes et sujets transversaux à Gilles Barbier, avec l'exemple des œuvres, un petit peu comme on vient de le faire aujourd'hui. Et l'autre moitié du groupe sera invitée à découvrir certains points de l'exposition plus particulièrement, dont l'accès aux pages roses notamment, qui ne sera pas concerné par une visite accompagnée. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on échange, le médiateur du coup récupère le premier groupe et du coup redécouvre l'exposition dans le sens inverse finalement. Et du coup là, le premier groupe découvre lui des espaces plus confidentiels comme les pages roses. Donc à l'issue de cette heure de découverte en demi-groupe et en collectif, on vous propose ensuite de découvrir librement l'exposition sur une 30aine de minutes.